Donc, des gardiens autochtones veillent sur les terres et découvrent les vestiges d'un site cérémoniel. Donc, je vais essayer de faire ça rapidement parce que c'est quand même un beau séjour qu'ils ont eu chez nous. Ça fait depuis l'ouverture du parc, donc 10 ans que le parc là-bas est la Première Nation Wolastoqiyik sur plusieurs projets, sur les carrières, sur les sites en érosion. On a fait plusieurs projets, on les a inclus dans nos recherches archéologiques. Mais là, on a fait vraiment une superbe séjour avec eux, avec quelques membres de la Première Nation, que l'on nomme Wolastoqiyik Wassilipiquk. Pour faire une histoire courte de leur nom, en fait, on les connaît souvent plus sous le nom de Malécites. C'est leur nom qui était donné anciennement, notamment des Européens, comme Hurons ou comme Montagnais, mais leur nom ancestral qu'ils ont repris depuis quelques années seulement, je pense en 2018, qui ont vraiment repris officiellement leur nom ancien de Wolastoqiyik. Et pour se distinguer, le groupe du Québec du groupe du Nouveau-Brunswick, ils ont ajouté la terminaison Wassilipiquk, qui veut dire lié au fleuve. En fait, Wolastoqiyik pourrait se traduire par les gens de la belle rivière, la Wolastoq, qui est le fleuve Saint-Jean, et Wassilipiquk, ceux plus du fleuve Saint-Laurent. Et ça, c'est ce que j'ai appris d'ailleurs dans ce séjour. Ce serait plutôt prononcé de façon très douce et lente, comme des clapotis de l'eau. Direct comme ça. Je vais brièvement vous demander qui sont les gardiens, parce qu'en fait, ce sont un groupe de gardiens qui sont venus au parc. Notre objectif de projet durant la semaine, quand ils sont venus nous visiter, le séjour ressemble à quoi? Et je vais faire un bref retour sur leur expérience et finalement une conclusion. En fait, je vous dirais qu'en réalité, ce que j'aurais aimé pour cette présentation-là, c'est que ce soit eux qui viennent vous présenter leur séjour, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont appris, qu'est-ce qu'ils ont aimé. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu être disponibles pour le faire. Donc, c'est moi qui vais avec plaisir vous présenter notre semaine. Et j'ai quand même eu des échanges avec eux, donc je pourrais faire un petit peu quelques impressions qu'ils ont eues du séjour. Qui sont les gardiens autochtones? En fait, c'est une initiative autochtone pan-canadienne. Il y a eu plus de 70 projets à travers le Canada, donc plusieurs groupes. C'est initié par les Autochtones, fait pour les Autochtones, dans le but de protéger leur territoire, plusieurs territoires en fait, soit des aires protégées ou soit des territoires ancestraux, de différentes façons. On va souvent aussi les appeler justement les gardiens du territoire ou les gardiens du savoir. Ils vont avoir, c'est ça, une formation sur plusieurs mois, voire plusieurs années selon l'endroit, selon le programme qu'ils vont avoir, qui va être de façon mixte, autant qu'ils vont avoir des connaissances scientifiques, donc en biologie, en foresterie, en milieu naturel, pour aider à préserver les espèces et le milieu naturel. Et de notre côté, on a aussi des formations où on pourrait dire une éducation des connaissances plus traditionnelles, donc faites par les aînés ou des membres de la communauté. Donc, c'est vraiment un beau réseau à travers le Canada. Ils sont vraiment en réseau, donc ils vont se partager les connaissances, mais assez spécifiques sur leur formation parce que chaque territoire demande une connaissance différente et un besoin différent. Et c'est un beau modèle vraiment organisationnel de leadership qui est utilisé. Et ceux qui sont venus chez nous, c'est les jeunes gardiens de la Première Nation Wassilipiquk. Ce sont des jeunes dans notre cas. Ça a été, ce projet-là, un des 70, a été initié par un des membres de la Première Nation, Daniel Capistran, qui travaille, lui, pour Parc Canada au Saguenay, mais qui a pu avoir pouvoir monter ce projet-là. Et il a décidé de choisir des jeunes autochtones à former, pour plusieurs raisons.
autant pour qu'ils puissent avoir une transmission dans le futur de ces connaissances-là, mais aussi pour leur permettre à ces jeunes-là de pouvoir trouver un travail qui va être en lien avec leurs compétences qu'ils vont avoir acquises durant la formation et donc poursuivre le projet à long terme. Donc, pas seulement avoir une formation et repartir avec, mais pouvoir continuer cette transmission de connaissances et cette préservation du territoire et devenir ensuite pour la communauté une référence. Aussi, il y avait un but à travers, un objectif à travers cette formation-là de vraiment faire un lien entre les jeunes et les aînés dans la communauté. Quand ils sont venus au parc, parce que en fait, leur formation a duré plusieurs mois, 4 ou 6 mois, 4 mois, je pense, je ne me souviens plus, 6 mois. Une semaine a été dédiée à l'archéologie, donc l'histoire culturelle ancienne. Et c'est là qu'ils sont venus passer une semaine au parc. C'est l'archéologue de la Première Nation, en fait, les 2 archéologues qui travaillent pour la Première Nation, ainsi que moi-même, qu'on était dédiés à leur formation, qu'on a voulu faire très, très pratique. Donc, notre objectif là-dedans était de transmettre les connaissances qu'on avait par rapport à l'archéologie de la région, leur faire visiter les lieux, leur faire visiter les sites, leur parler de certains sites plus importants, mais en même temps qu'on le fasse de manière très ancrée dans le territoire, donc en explorant de diverses façons, à pied, en canot, le territoire, en ayant vraiment en tête comment les gens du passé ont pu aussi voir, percevoir et parcourir ce territoire-là pour aller l'exploiter, l'utiliser. Je vais passer le jour 1 parce que le jour 1 du séjour, maintenant je vais en fait aborder vraiment notre séjour. Le jour 1 a été essentiellement une arrivée des membres du groupe, une introduction avec, on s'est présenté chacun le parcours, on a présenté aussi qu'est-ce qu'allait être la semaine. Aborder certains éléments. En fait, c'est l'archéologue de la Première Nation qui a vraiment fait une introduction sur l'archéologie régionale, des sites importants et qu'est-ce qu'on allait voir au cours de la semaine, en laissant quelques petites surprises quand même. Donc, le jour 2, on a commencé d'une façon assez forte pour aller visiter le site de Squatec, qui est en réalité le site le plus vieux de la région, un site paléo-indien qui était daté entre 9500 et 9700 ans. Donc, on a eu la chance, on a eu l'accord du propriétaire pour aller retourner sur les lieux, aller voir l'emplacement, mais surtout aussi les lieux exacts des carrés troués. Donc, on s'est promené. Ça nous a permis surtout d'aborder l'aspect paléo-environnemental, donc l'évolution du paysage à travers le temps, parce qu'on est sur un site paléo-indien, mais qui est assez dégagé, donc on voit très bien le territoire, qu'on peut expliquer comment le territoire a évolué, comment non seulement les gens de cette époque-là pouvaient vivre, qu'est-ce qu'il y avait comme accès comme environnement, mais aussi comment, en tant qu'archéologue, on peut chercher et trouver des sites aussi vieux parce que ce n'est pas la même recherche qu'on va faire que sur des sites plus récents. Donc, on a pu aborder tout ça. Ça a été vraiment une belle première visite, une belle exploration des lieux, surtout une recherche pour retrouver les carrés de fouilles parce que la végétation a repris depuis ces années-là. Mais c'est vraiment le fun et surtout un peu touchant de s'imaginer qu'il y avait des gens, pour eux, pour le groupe, de s'imaginer qu'il y avait des gens, probablement peut-être de leurs ancêtres, qui étaient là il y a près de 10 000 ans, donc à vivre et essayer de reconnaître comment ils pouvaient vivre à cette époque-là. Donc, ça a été une belle première exploration. L'après-midi, on a servi, on a encore été dans les sites assez anciens. On a été directement visiter la carrière, une des 2 carrières, en fait, de Cherps. Parce que, oui, le parc tient 2 carrières de Cherps, tout l'a dit, le CKE 26 et le CKE 28. On a été dans notre floriculture, celle qui est plus accessible, la CKE 26, qui a été trouvée dans les années 90. Et ça nous a permis aussi de comprendre, ça leur a permis de comprendre la valeur en fait, patrimoniale de
de la région, du parc, liées à ces carrières-là. Donc, la richesse, pourquoi les Autochtones venaient ici, pourquoi on a autant de sites archéologiques autour des lacs Touladi, en raison de cette matière première qui était une matière première essentielle à la survie, une ressource essentielle. Donc, ça aussi, ça a été une belle exploration parce que vous voyez de quoi a l'air la carrière. En gros, c'est une partie de la carrière, mais dans le sens que ce n'était pas facile à trouver. Ça a été un petit peu une recherche aussi archéologique, une recherche, je dirais quasiment comme un jeu de géocaching. On a des points GPS, j'étais déjà allée, mais c'est à chaque fois pas facile de retrouver où sont les affleurements parce qu'on ne parle pas d'une étendue de pierres visibles où est-ce qu'il y a vraiment une couche accessible de pierre. Non, c'est plutôt des affleurements qui se trouvent, là on voit ici de l'autre côté du lac, donc c'est la montagne comme ça, mais on voit elle est recouverte de végétation. C'est une grande vieille érablière, donc tout le sol aussi est recouvert de végétation, de feuilles mortes, de sol. Donc, c'est en dessous de ça que se trouvent les veines ou les affleurements. Donc, c'est pas facile à retrouver parce que c'est pas tout qui est du chef, il y a vraiment quelques affleurements à travers ça. Donc, les retrouver sont pas tout à fait évidents. On a fait une belle recherche. Ça a été un peu long au départ, mais c'est ce qui a amplifié le plaisir d'en trouver quand on en a trouvé après quelques heures de recherche. Donc, une fois qu'on en a trouvé, puis ça leur a permis aussi d'être capable de plus s'identifier après plusieurs fragments qu'on avait trouvés. On a pu commencer à identifier qu'est-ce qui était plus du chef et qu'est-ce qui n'était pas, parce qu'il y a beaucoup de calcaire dans cette montagne-là. Et ça ressemble un peu à ça. Donc, ça leur a aussi permis de se mettre en tête comment les gens du passé devaient faire pour retrouver cette pierre-là. Peut-être qu'il n'y avait pas autant de végétation, mais peut-être que oui, et que ce n'était pas si facile. Donc, ils devaient avoir vraiment une connaissance géologique de la place, savoir reconnaître non seulement le lieu, mais le lieu de chair de meilleure qualité, parce qu'il y en a d'un peu moins bonne qualité et de meilleure qualité. Une des particularités du chef Touladi, c'est qu'il se retrouve beaucoup en nodules, comme ça, donc pas très, très gros. Donc, il ne pouvait pas avoir la capacité de faire tout ce qu'il voulait à travers des nodules comme de cette grosseur-là, mais quand même de reconnaître la qualité de certains morceaux ou pas. Donc, c'était vraiment de se mettre dans la peau des ancêtres, comment ils allaient à la carrière et comment ils devaient connaître leurs ressources. La troisième journée, là, on est rentré vraiment dans le vif du sujet, au cœur du parc, pour aller faire une fouille archéologique juste en face de la carrière, donc un site très, très près de la carrière, mais qui s'est avéré être assez distinctif de beaucoup des autres sites du parc qui sont majoritairement des ateliers taille, étant donné qu'on est si près de la carrière. Mais ce site-là, qui est très, très près aussi, détient une particularité. On y a trouvé un foyer, mais pas n'importe quel foyer. Un foyer qui, après plusieurs recherches et analyses, interprétations, s'est avéré être probablement un site de cérémonie. Donc, c'est un très gros foyer de plus de 2 mètres de longueur sur ce qu'on appelle le site du Jardin des Mémoires, donc en fait, qui est déjà un lieu de visite pour le public du parc. Donc, ça ressemble à ça, le lieu de fouille, notre emplacement de fouille. Et juste pour faire une histoire courte des découvertes, parce qu'un jour, je vous ferai une présentation plus spécifique sur vraiment les découvertes qu'on a faites depuis 2015 sur le site. Donc, beaucoup d'outils ont été trouvés, majoritairement en chair Touladi. Et pour la plupart, voire tous les outils, on les a retrouvés à l'intérieur du foyer. Donc, pas autour, mais comme une aire de taille, mais à l'intérieur du foyer, donc plus comme un vide déchet. Et plusieurs autres matières s'y trouvaient. Donc, ce n'était pas juste du chert Touladi, mais d'autres matériaux exogènes comme le chert de Rama et d'autres matériaux du quartzite de Mistassini, des cherts provenant du Nouveau-Brunswick, donc plusieurs autres matériaux. Je vais assez brièvement, mais vous pouvez voir, il y a quand même une belle variété. Et quand même une bonne quantité de matériaux de longue distance comme le chert de Rama.
Et ce site-là a été daté au sylvicole inférieur. Donc, on a eu 2 datations qu'on a pu faire du charbon à l'intérieur du foyer et qui tournait autour de 2500. Donc, une qui a été née 2426, 2580 calibrés, donc autour de 2500 ans avant aujourd'hui du sylvicole inférieur. Donc, tout ça, ils l'ont appris durant la séance de fouille. Donc, on a fait une belle introduction des parts, des techniques de fouille, des sites du parc, de ce site-là, sa particularité. Et ils ont pu ensuite mettre la main à la pâte en fouillant une partie du foyer. Ça a été pour eux assez intéressant et impressionnant de se retrouver dans un site aussi vieux. C'est comme tout le monde, comme beaucoup de personnes s'imaginer un vieux de 3000 ans, puis de pouvoir le fouiller, c'est toujours assez impressionnant et touchant, mais surtout pour eux, que s'imaginer que c'est probablement leurs ancêtres qui y étaient et qui ont pu vivre. Donc, c'est de comprendre, puis de comprendre aussi comment un archéologue va pouvoir interpréter un site, trouver les indices à travers ça, les petits détails, surtout pour un site préhistorique. Donc, comment interpréter le sol, comment interpréter chacun des détails dans le sol qu'on peut trouver, pas juste les objets, mais surtout leur emplacement, leur situation dans le site. Donc, ça, ils ont pu toucher à cette partie-là du site. Et surtout, ça nous a permis d'aborder et d'échanger sur l'aspect plutôt spirituel, les concepts de cérémonie, de rituel. Surtout que c'est intéressant parce que le sylvicole inférieur, c'est là qu'on voit au Québec les premières manifestations de plus claires et évidentes de sites rituels. Et là, on se trouve vraiment dans ce début des sites, c'est ça, à saveur cérémonielle au Québec. Et d'aborder ça avec eux, c'était vraiment intéressant, c'est un bel échange parce que oui, c'est ça, tout au long du séjour, on a voulu faire ça non seulement de manière pratique, mais aussi pas juste de les informer, mais de faire vraiment un discours entre les deux. Qu'est-ce qu'eux connaissent, qu'est-ce qu'eux savent, qu'est-ce qu'eux ont appris, c'est quoi leur ressenti face à ce qu'on leur présentait, c'était quoi leur interprétation eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils pouvaient en dire. Donc, vraiment pas juste moi informer, mais de faire un échange entre les deux parties. Et j'ai appris beaucoup moi-même à travers ça. Surtout qu'une chose est intéressante, un des jeunes est en train d'apprendre la langue de la Stokoe, fait qu'autant qu'est-ce qu'elle apprenait pouvait aussi nous le partager. Donc, très, très intéressant. 4e jour, on était encore de manière très pratique et ça faisait une belle suite, belle continuité avec ce qu'on venait de voir lors de la fouille. On a été s'installer pour faire de la taille de pierre. Donc, ça aussi, c'était une belle initiation aux techniques qu'ils ont beaucoup, beaucoup aimé. Bien sûr, parce que là, ils pouvaient tenter par eux-mêmes de faire leur propre outil en pierre, mais comprendre les techniques de la taille de pierre, la complexité, la difficulté, mais surtout à quel point cette ressource-là était vraiment très bonne. Coupant, tranchant, c'était vraiment le choix idéal. Alors, on n'a pas taillé du Chertouladi, on laisse intact la carrière, mais quand même, on a pu tailler du Chert. Et c'est ça, comprendre la particularité de ce matériel-là qui était essentiel à la survie à l'époque et repartir avec leur outil. Donc, je pense que ça a été vraiment une belle apprentissage des techniques anciennes. Surtout, ce sont des gens qui ont déjà touché à des activités traditionnelles comme on pourrait dire la chasse, la pêche, qui est peut-être plus la façon traditionnelle aujourd'hui, mais tu sais qu'on peut quand même s'imagner, projeter qu'est-ce qui était à l'époque. Mais la taille de pierre, souvent pour beaucoup, et dont eux, c'est quelque chose qui était tout à fait inconnu, qui était tout à fait disparu dans leur connaissance, dans leur savoir. Donc, ça a été intéressant de pouvoir s'y replonger et ça faisait tellement partie de la vie des ancêtres. Et le jour 4 s'est terminé avec une visite, cette fois-ci en canot. On était sur les eaux, aller retrouver
retrouver aller sur des sites archéologiques qui se trouvent sur le bord de l'eau, mais ça nous a permis aussi d'aborder une des problématiques qu'on a au parc, qui est l'érosion des sites archéologiques. Donc, on a sélectionné pour leur visite des sites différents, de différentes époques, avec du matériel, une histoire différente, mais surtout des sites qui permettent de comprendre l'érosion des sites, qui est une problématique qu'on a au parc, mais qui a été aussi nommée par la Première Nation, qui, eux, voulaient que l'on mette ça de l'avant dans nos préoccupations principales, de pouvoir essayer de sauvegarder ces sites-là ou les objets qui pouvaient se perdre. Donc, ça faisait partie déjà d'un projet qu'on a en partenariat avec la Première Nation. Donc, on est parti visiter 5 des sites qu'on peut voir sur la carte les sites archéologiques du parc, donc une cinquantaine de sites. On a visité 5 de ces sites-là en canot. Donc, ça a été vraiment intéressant, encore une fois, de se replonger plutôt dans l'histoire autochtone en réutilisant un des moyens de transport de l'époque. Donc, comment ils arrivaient sur les sites, c'était de la même façon qu'on a dû arriver nous-mêmes sur les sites, comment on devait sélectionner les sites aussi. On peut bien l'imaginer comment arriver sur les lieux. Donc, partie en exploration, très belle journée, on était chanceux. Et là, on était sur le bord des berges. Et aussi, ça a été fun pour eux de faire une suite entre ce qu'ils avaient vu dans la matinée, la taille de pierre, et là, de retrouver des vrais éclats. Donc, ils ont pu voir le résultat de ce qu'eux ont fait le matin, mais ce que les enfants ont laissé comme trace de leur activité de taille de pierre, donc des éclats. Pas tous en place, mais quand même des morceaux de fabrication en différents stades. Parce que oui, c'est ça, le bord en érosion des sites laisse à la surface plusieurs artefacts. Donc, on a abordé cette journée-là aussi notre technique, parce qu'on devait aussi enseigner certaines techniques plus scientifiques. Donc, on a abordé comment nous, on calcule l'érosion. Donc, on leur a montré notre technique. On l'a fait, en fait, pour les 5 sites qu'on avait choisis. En fait, c'est ça, les 5 sites les plus sujets à l'érosion. Donc, on est en train d'évaluer depuis plusieurs années au parc. Et on leur a fait faire le calcul d'érosion pour constater encore une fois cette année qu'on avait encore perdu une quantité de sol. Je ne me rappelle plus exactement, mais entre 20 cm et 70 de sol perdu. Et avec en dessous des artefacts qui s'étalent sur la berge. Donc, ça a été quand même le fun pour eux de voir des objets sur place sans voir. Et la 5e journée, ont été utilisés. En fait, c'était plutôt une journée libre et ils ont pu aller visiter des vitrines archéologiques qu'on a dans le parc. On a 3 vitrines d'exposition d'objets qui ont été trouvés. Encore une fois, c'est un projet qu'on a fait avec la Première Nation en partenariat. C'est eux qui avaient choisi des thématiques qu'on allait mettre dans les 3 vitrines et c'est eux qui ont aidé pour le texte aussi. Donc, une qui est plus axée sur la taille de pierre, l'autre sur la pêche ancestrale et la dernière sur les objets plus spécifiques à l'identité. Et dernière journée, dans cette journée-là, dans leur séjour, en fait, parce qu'ils dormaient au parc, j'étais super contente, mais en fait, comme une surprise, en prenant une photo un jour de cet objet-là qu'ils avaient trouvé. Donc, me demandant est-ce que c'était un artefact. J'étais super contente. Je me suis dit que les connaissances ont vraiment été acquises si par eux-mêmes ont été capables de distinguer un éclat de cherte à travers le sol d'une roche ordinaire. Donc, je vais te voir, OK, ça a été vraiment une belle acquisition. Et une autre surprise qu'ils m'ont faite, c'est qu'ils ont décidé de revenir fouiller. Ils ont tellement aimé cette activité-là, ils ont tellement aimé le séjour qu'ils ont voulu poursuivre et pas que ça ne s'arrête pas là. Donc, ils sont venus plusieurs reprises, ils sont revenus fouiller.
sur le site, donc pour m'aider dans la fouille, la complétion de la fouille. Et même une journée, ils sont venus, ils ont invité toute leur famille. Donc, il y était une vingtaine de personnes, ils sont revenus pour montrer ça à la famille. Encore une fois, ils ne me l'avaient même pas averti. Ça a été vraiment une surprise. Ils sont arrivés sur le site, toute la famille était là. J'ai même pas su au début que c'était la famille. J'ai commencé à expliquer comme si c'était du public pour finalement comprendre que c'était des gens de la Première Nation et leur famille. J'étais super choyée, super contente de les recevoir. Et pour moi, ça faisait vraiment du sens. Non seulement tout ce séjour-là a fait du sens pour moi, après ces années que j'expliquais majoritairement à du public venu souvent pas de la région, c'est super le fun de leur montrer, mais là, de pouvoir leur montrer des découvertes, montrer le parc, montrer qu'est-ce qu'on trouve, comment qu'on fouille, qu'est-ce qu'on a fait sur le site, surtout le site cérémoniel, à des gens à qui ça appartient en réalité, qui sont directement liés aux gens qui ont été sur les lieux, ça faisait vraiment beaucoup plus de sens pour moi. Et là, avec cette journée-là, on a pu vraiment aborder le site cérémoniel. Encore une fois, on a eu un super bel échange de discussions sur la spiritualité, qu'est-ce qu'on a découvert, qu'est-ce qu'eux savent, qu'est-ce qu'ils ont pu nous transmettre comme connaissance, leur ressenti, leur impression du site. Et ça a même fini en une petite cérémonie spontanée parce qu'ils ont été très touchés de comprendre et de concevoir qu'est-ce qu'il y avait sur le lieu. Et ils ont déposé un petit brin tressé de tabac. Donc, dans la cérémonie, pour honorer les ancêtres qui y étaient et honorer ceux qui ont fait cette cérémonie-là. Et moi, j'ai en synthèse une belle journée. Je ne vais pas prendre trop de temps. Donc, en synthèse, c'est sûr que c'est un super échange de concepts, d'interprétations, ce qui m'a permis de leur offrir les données, les résultats qu'on a eu au parc depuis les dernières années, mais surtout de passer aussi le flambeau à la communauté de la découverte du site cérémoniel, parce que j'ai déjà présenté dans d'autres présentations de colloques le malaise que j'avais quand j'ai découvert ou j'ai compris que j'étais probablement sur un site cérémoniel à me demander est-ce que je continue de fouiller? Qui suis-je pour interpréter ça de cette façon-là comme un site cérémoniel? Et qui suis-je pour dire que c'est important? Parce que oui, moi, j'avais envie de dire que c'est un site important, il faut le mettre en valeur, il faut en parler. Mais en même temps, je me disais, qui suis-je pour dire que c'est important? Et je me posais la question tout seul, en fait, parce que j'avais pas accès ou peu accès à la communauté. Ça a été un petit peu long parce qu'en plus, on était dans la pandémie pour les informer. Et là, enfin, j'avais l'impression de le faire et de le faire à des gens qui étaient intéressés, qui sont venus le voir, qui sont intéressés partiellement par leur culture et des jeunes en plus qui sont venus avec leurs parents montrer le site. Donc, j'ai senti que j'ai pu passer le flambeau et leur permettre à eux de choisir qu'est-ce qu'ils allaient en faire de ce site-là. Est-ce qu'ils allaient vouloir le mettre? Est-ce qu'ils allaient décider de le laisser intact, de le laisser là, de le protéger? Mais là, c'était à eux de choisir. Donc, ça a été une belle finale pour moi et une boucle qui a été bouclée. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Peut-être que ça va être à la fin de la présentation. Et je vais terminer en disant Wally One. C'était une tolo natéma.